Bonjour à tous. Troisième volet consacré au Dewating 520. Dans le premier, on a vu la production de cet avion. Dans le deuxième, 1940, au combat. Troisième volet, après l'armistice, qu'est-ce qui se passe sous Vichy? Français, à la demande générale des internautes, je fais don de ma personne à la chaîne Aéromasterclass pour atténuer son malheur et tenter de doper son audience par cette imitation pitoyable du maréchal Pétain. Nous allons maintenant aborder l'histoire du Dewating 520 après l'armistice, c'est-à-dire de son utilisation par le régime dit de Vichy, un gouvernement dictatorial dirigé par une vieille baderne, un soi-disant maquignon qui se fit rouler par les Allemands, un amiral de Marie Salope et un sinistre foutriqué ambitieux général de l'air, qui, entre bien d'autres vilainies, n'hésitèrent pas à sacrifier des pilotes français pour leur politique fumeuse. Après l'invasion de la zone sud, nous parlerons de l'utilisation du Dewating par l'Allemagne et ses États satellites, l'Italie et la Bulgarie. Une question se pose. Après avoir combattu 1 mois et demi contre l'Axe au sein de l'armée de l'air en mai-juin 1940, puis après près de 4 années au service de l'Axe, le Dewating 520 a-t-il plus servi l'effort de guerre de la France ou de l'Allemagne nazie? Eh bien, réponse dans cette vidéo. Amis internautes, bonjour. Alors, nous nous étions quittés le 25 juin 1940 à 0h35 quand entre en application l'armistice entre la France et l'Allemagne. Les combats cessent et le gouvernement de fait de la France, dit le régime de Vichy, s'installe dans la ville du même nom sous la direction du maréchal Pétain. Ce régime est soumis à un contrôle étroit de l'Allemagne, à qui il doit payer une énorme indemnité d'occupation, et il n'administre en fait qu'une petite moitié de la France, dite zone sud, sans accès sur la façade atlantique, et conserve sa souveraineté sur l'empire colonial français, dont l'Afrique du Nord. Et c'est précisément là, en Afrique du Nord, que se sont réfugiés un grand nombre d'unités aériennes de l'armée de l'air. Dans les derniers jours de la campagne de mai-juin 40, le 16 juin précisément, le général d'Harcourt, qui commande la chasse française, ordonne, alors que la bataille de France est perdue, que tous les groupes de chasse qui le peuvent, c'est-à-dire ceux dont le rayon d'action est suffisant, de traverser la Méditerranée pour se réfugier en Afrique du Nord française, Algérie, Tunisie ou Maroc. Les groupes de Dewating, comme ceux des Curtiss H-75, font la traversée en s'envolant du terrain de Perpignan. Les autres, sur Morane et Bloch 152, n'ont pas le rayon d'action et restent en France. Alors, traversent, concernant les Dewating, les groupes de chasse 1-3, 2-3, 3-3, 2-7 et 3-6, ainsi que la flottille F-1C de l'aéronaval, tout comme d'ailleurs d'autres Dewating 520 isolés, convoyés à la hâte depuis Toulouse par des pilotes réceptionnaires, des pilotes convoyeurs. Quand entre en application l'armistice le 25 juin 1940, il y a 176 Dewating 520 en Afrique du Nord et 120 autres qui sont restés en métropole, notamment ceux du groupe de chasse 2-7 qui est resté à Toulouse, ainsi que le 2-6 qui a été transformé le 24 juin. Donc, en Afrique du Nord, on a plusieurs témoignages de pilotes qui font état de nombreuses volontés de continuer la lutte, au moins contre l'Italie, voire même de s'évader carrément vers les territoires britanniques en unité constituée, en unité entière, pour continuer à combattre avec la Royal Air Force. C'est le cas notamment du groupe de chasse 2-7, où nous pouvons écouter le témoignage de Pierre Boileau. Là, il nous a dit la guerre est finie. Il nous a dit la guerre est finie, l'armistice est signé, il n'y a plus de mission. On a dit alors, il a dit ben on ne sait pas. Alors on a commencé de réfléchir à la possibilité d'aller chez les Anglais. Le coin anglais le plus proche c'était Malte. Et je crois que si nous n'y sommes pas allés, en définitive, c'est parce que c'était très difficile à trouver et que nous étions nuls en navigation. Je dis qu'on n'avait pas d'instrument de navigation sur nos avions. Et un camarade a essayé d'y aller, et puis avec un Boston américain, là, et il n'a pas trouvé Malte, il est revenu, et évidemment, il est revenu, L'état-major ordonne alors de mettre les avions hors d'état de voler pour respecter les causes de la convention d'armistice qui prévoit carrément la démobilisation complète de l'armée de l'air. Mais l'attaque de la marine anglaise sur l'escadre française de Mers el-Kébir en Algérie le 3 juillet 1940
où près de 1300 marins français vont perdre la vie sur le cuirassé Bretagne, ça va changer complètement la donne. Le même 3 juillet, l'armée de l'air remet en catastrophe ses appareils autour d'Alger qui sont en état de voler. Ce sont les 2 Watines des groupes de chasse 2-3 et 3-3 notamment qui stationnent dans les environs. Et eh bien, ils vont faire plusieurs patrouilles pour tenter de protéger l'escadre française ou ce qu'il en reste. Mais concernant les 2 Watines en tout cas, sans rencontrer d'appareils anglais de l'aéronavale britannique, les Allemands vont se raviser et vont consentir à laisser à Vichy une armée de l'air réduite pour défendre ces colonies des attaques anglaises. Le 9 juillet 1940, on a une note de l'armée de l'air qui impose à tous ces appareils, note étendue d'ailleurs à ceux de l'aéronavale, de porter une bande blanche sur le fuselage pour faciliter leur identification en vol. Donc tous les 2 Watines 520 des 5 groupes et ceux de la flottille F1C vont recevoir un coup de peinture. Ce ne sera pas le dernier, comme on le verra. Dans les semaines qui suivent, l'armée de l'air dite d'armistice se met en place. Les réservistes sont démobilisés, quelques groupes sont dissous, dont un sous 2 Watines, le groupe de chasse 3-3, dont les pilotes d'active sont répartis dans d'autres groupes. Il reste donc 5 groupes de 2 Watines en Afrique du Nord, qui au 1er septembre 1940 sont stationnés comme suit, comme vous le voyez sur la carte. Autour de la ville d'Oran, vous avez le groupe de chasse 1-3 avec la flottille F1C. À Alger, les groupes de chasse 2-3 et 3-6. À Bizerte, le groupe de chasse 2-7. Et il y a également, pour information, 3 groupes de chasse de Curtis, 2 au Maroc et 1 qui est envoyé à Dakar, en Afrique occidentale française. Les Allemands permettent pour chaque groupe de disposer de seulement 26 avions en ligne, plus 6 en réserve au parc de la base, et ils contingentent très strictement les heures de vol. Chaque pilote a le droit de s'entraîner 2 heures par mois seulement. Le tout d'ailleurs est contrôlé par des officiers allemands et italiens de la commission d'armistice qui ont la liberté d'inspecter toutes les bases de l'Afrique du Nord. Dans cette armée d'armistice, dont le chef d'état-major est le général Jean Romaté, qui est un ancien as de 14-18 à cette victoire, les ficelles en fait sont tirées par le ministre de l'air, en fait le secrétaire général, le secrétaire d'État à l'aviation, qui est le général Jean Bergeret. Comme Romaté, il a été nommé à cette fonction en septembre 1940. Ce sinistre exécutant des basses œuvres du nouveau régime va s'employer avec un zèle tout à fait particulier à épurer les cadres de cette nouvelle armée de l'air. D'abord, avec beaucoup d'esprit pratique, il va combattre les velléités d'évasion des pilotes en permettant à leurs épouses et à leurs enfants, à leurs familles, de venir de France s'installer en Afrique du Nord. Forcément, on ne laisse pas femmes et enfants quand ils sont à côté de soi. Et ensuite, il va aller au-delà de la législation antisémite du régime de Vichy en renvoyant tous les juifs, ainsi que tous les francs-maçons, et de manière générale, tous ceux dont les opinions critiques envers le régime sont un peu trop bruyantes. Donc tout cela dégage, et tout cadre de l'armée de l'air doit jurer par écrit sur l'honneur qu'il ne fait pas partie de la franc-maçonnerie ou de la Ligue des droits de l'homme, ou les sociétés secrètes, entre guillemets, interdites par le gouvernement de Vichy. Il va y avoir une autre victime de ce sinistre personnage, ça va être Émile de Watine lui-même. Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, à l'armistice, notre cher Mimile, lui, est présent à Toulouse et souhaite poursuivre la lutte et construire ses avions pour les Alliés. Il monte alors un projet d'ouvrir une usine en Argentine, où il a eu des contacts dans les années 1920, puisque son monoplan de Watine 27 avait été exporté en Argentine à l'époque. Dès le début du mois de juillet 1940, il demande tous les sauf-conduits nécessaires pour voyager en Amérique du Sud et les obtient tout à fait régulièrement du premier secrétaire d'État à l'ère de Vichy, celui qui était avant Bergeret, qui était le général Pujol, et qui ne restait en place en fait que 2 mois avant d'être remplacé par Bergeret. Alors Mimile avait convaincu 13 de ses plus proches collaborateurs de s'expatrier avec lui, dont les fidèles Castello et Endra, qui avaient avec lui dessiné le de Watine 520. Émile de Watine part de Toulouse le 14 août 1940 avec son épouse. Il traverse l'Espagne, il arrive à Lisbonne le 18 et embarque le 24 août 1940 sur un Boeing 314 de la Pan Am, le Dixie Clipper. Il arrive à New York 2 jours plus tard, et là, il va rencontrer à Washington le général Arnold, le chef d'état-major de l'US Army Air Corps, qui le reçoit à bras ouverts et voit d'un œil très favorable le projet industriel d'Émile de Watine. Il le met en contact avec l'industriel Henry Ford, qu'on ne présente plus, et qu'il rencontre à Détroit. Et les États-Unis sont en ce moment-là, ne sont pas en guerre, mais sont en pleine phase, on va dire, de réarmement industriel,
Henry Ford offre d'être son associé et lui met à disposition des équipes d'ingénieurs ainsi que des locaux, voire même offre d'être son partenaire financier si Émile de Watine voulait simplement se lancer seul dans une aventure industrielle. L'affaire semble bien partie, mais non, parce qu'en France, Bergeret arrive au pouvoir dans le gouvernement de Pierre Laval le 9 septembre 1940, et lui, ils vont s'engager dans la voie de la collaboration. Donc le projet d'Émile de Watine ne peut que le contrarier. Donc Bergeret se décide d'agir et convoque Émile de Watine en France sous un prétexte fallacieux. Les autorités américaines lui déconseillent de repartir, pourtant il y va, il ne se méfie pas. Il embarque le 29 septembre 1940 sur un Boeing Clipper de la Pan Am. Il ignore que 9 jours plus tôt, il a été licencié par la SNKM de son activité d'administrateur délégué. Il arrive à Toulouse le 2 octobre, date à laquelle le conseil d'administration de la SNKM se réunit à Paris en son absence et le licencie carrément de toutes ses autres fonctions. Émile de Watine se rend à Vichy la police, donc Bergeret, refuse de le recevoir. Il tente de se rendre en Suisse et là, la police de Vichy l'arrête le 22 octobre dans le train à la gare d'Annecy. Il est alors embastillé par décision du général Bergeret à la prison de Pellevoisin dans l'Indre où il rejoint d'autres personnalités de l'aéronautique que Bergeret, en bon antisémite forcené qu'il est, a fait mettre derrière les barreaux. Marcel Bloch, le futur Marcel Dassault, Paul-Louis Weiler, l'administrateur de la société Gnomérone, les anciens ministres de l'Intérieur Georges Mandel et Marx Dormoy. Alors que les soutiens d'Émile de Watine se mobilisent pour le faire libérer, Bergeret l'accuse alors d'intelligence avec l'ennemi pour avoir fait déposer le 1er mars 1940 en Angleterre les brevets du de Watine 550 et du 790, qui était un projet de version embarquée sur porte-avions du de Watine 520. Bon, il faut savoir que dans le brevet, il n'y a aucun plan détaillé, juste un plan en 3 vues à petite échelle des appareils qui ne révèle aucun secret industriel. C'est tout simplement ce que se constate le tribunal militaire de Toulouse le 27 février 1941, qui acquitte Émile de Watine. Mais à peine acquitté, il est de nouveau accusé par Bergeret d'abus de confiance envers la SNKM pour une sombre histoire de droit sur les brevets qu'il a déposés. Il retourne aussi sec à la prison Saint-Michel de Toulouse où il avait été transféré avant le procès. Il y a quand même un reste de justice, il y a quand même des avocats, même sous Vichy. Les avocats vont obtenir sa libération de sa détention administrative le 15 mars 1941. Alors, Bergeret est furieux, il l'accuse de nouveau de corruption et le fait mettre de nouveau sous les barreaux à Toulouse un mois plus tard. L'accusation ne tient pas et le 16 mai 1941, la chambre d'accusation de la Cour de Toulouse ordonne la remise en liberté provisoire d'Émile de Watine. Il sera acquitté de cette sinistre farce judiciaire le 20 janvier 1944 par le parquet de Toulouse pour ces 2 affaires. Mais il n'attendra pas cette date. Il s'enfuira tout simplement, devinez où, en zone nord, c'est-à-dire sous contrôle allemand. Bergeret tentera de le faire arrêter en zone nord, mais les Allemands ne donneront pas suite à ses demandes d'extradition. Alors, Émile va se retrouver sans travail et sans ressources. Et il va s'associer avec la petite société SIPA et créer un petit bureau d'études dans lequel le rejoignent ses fidèles anciens collaborateurs. SIPA va travailler pour l'Allemagne en étant le sous-traitant de la firme Arado. Émile de Watine va refuser de travailler pour la conception d'un avion de guerre, mais accepte de travailler pour faire des avions de transport, de liaison et d'entraînement. Il sauve ainsi, faisant ça, ses collaborateurs du service du travail obligatoire en 1942. Et alors qu'il va travailler pour SIPA, il va surfacturer très largement ses prestations, adoptant une sorte de résistance passive. Ainsi, le principal appareil sur lequel il va travailler, c'est-à-dire l'Arado 396 d'entraînement, a été facturé pour 375 000 heures de travail par son bureau d'études, alors qu'il en fallait à peine 50 000. L'Arado 396, un avion biplace, un monoplan biplace d'entraînement, va être produit même après la libération pour le compte de l'armée d'air sous le nom de SIPA 10, mais il devra être modifié pour y enlever les faiblesses structurelles qui ont été rajoutées par le bureau d'Émile de Watine. Mais la libération ne va pas amener la fin des ennuis de notre ami Émile, parce qu'il va être poursuivi, cette fois-ci, pour intelligence avec l'ennemi. Il jugera dans l'ambiance survoltée préférable de s'échapper en Espagne et de s'installer en Argentine pour y travailler quelques projets aéronautiques, puis finalement il va devenir éleveur de moutons. Condamné en France par contumace, il parviendra à se faire acquitter en 1953 et il est revenu en France où il a terminé sa vie, décédant en 1979. Tel fut le destin de Émile pendant la guerre.
Intéressons-nous maintenant à celui de son appareil sous le gouvernement de Vichy, une fois que celui-ci est installé. Alors, après l'attaque britannique sur Mers el-Kébir, vint celle des Britanniques et des Français libres sur le port de Dakar du 23 au 25 septembre 1940, au cours de laquelle l'armée de l'air affronta de nouveau l'aéronavale britannique et déjoua la tentative de débarquement. Il n'y avait pas d'unité de Dewatin 520 présente sur les lieux. Donc la tension entre la France et l'Angleterre était alors à son comble après ces attaques. Vichy décida 2 opérations de représailles sur Gibraltar. La première de ces opérations, qui a été organisée le 9 juillet 1940, vit le premier engagement des Dewatin 520 contre les forces britanniques. Ils escortèrent tout simplement le premier raid de bombardiers, ils ne rencontrèrent pas d'opposition aérienne et ne furent pas sollicités lors du deuxième raid qui eut lieu les 24 et 25 septembre 1940. Alors l'état d'esprit des pilotes de Dewatin, et plus généralement des pilotes de l'armée de l'air, était loin d'être foncièrement anti-britannique. Et des témoignages indiquent que les groupes de bombardement lors du raid du 9 juillet firent délibérément tomber leurs bombes dans l'eau à côté du port de Gibraltar, ce qui provoqua d'ailleurs une vive polémique avec les marins de l'aéronavale qui, eux, étaient bien plus motivés à rendre l'appareil aux Britanniques. En tout cas, l'automne 1940 va être l'occasion pour les pilotes de Dewatin 520 stationnés sur les côtes d'Afrique du Nord de croiser les appareils britanniques qui sont en transit entre Gibraltar et Malte et dont certains se perdent et s'égarent quelquefois sur les côtes d'Afrique du Nord. Écoutons Pierre Boileau, qui était alors stationné à Bizerte avec le groupe de chasse de Sète. Moi, pour ma part, étant de l'Est de la France, l'anglais ne m'était jamais apparu moi, comme l'ennemi séculaire, c'était plutôt l'allemand. Alors, une fois, je me rappelle, on m'a fait décoller en alerte et dès le décollage, j'ai vu le Blenheim devant moi. Alors, il y avait un centre de contrôle qui nous dirigeait, c'était tenu par des marins, qui me disait l'anglais est juste devant vous. Et pendant quelques minutes, le temps que je m'éloigne, qu'on ne me voit plus du sol, j'ai refusé obstinément de le voir en disant non vu, où est-il? Alors je m'inclinais à gauche, à droite, et le contrôleur en bas, le marin s'énervait et me disait mais il est juste devant vous, ou bien il est un peu sur la gauche, il est juste un peu plus haut. Je disais je ne le vois pas. Il m'a injurié littéralement. Et puis après, on a été trop loin, personne ne pouvait plus nous voir. Alors, je me suis approché de l'anglais en battant des plans, même, et il a mis ses 2 mitrailleuses de tourelle dorsale en l'air pour bien montrer qu'il n'était pas agressif. Alors, il m'a fait un signe que je ne connaissais pas, qui était le signe de... Maintenant, je sais ce que c'est, il m'a fait le signe V. Et puis, moi, je lui ai fait un petit signe comme ça. Et puis, je suis parti. Je suis rentré me poser, où on m'a accusé de ne pas voir terre, ce qui était inadmissible pour un pilote de chasse. Je suis passé pour un imbécile, mais enfin, je n'ai pas voulu... Alors, cependant, l'état d'esprit, du moins d'une partie des pilotes, va changer après un incident qui va être attisé par la propagande de Vichy. Le 27 novembre 1940, un gros Farman 223-4, immatriculé FAROA de la société Air France, décolle de Marignane en direction du Liban. Il est piloté par le très célèbre Henri Guillaumet, compagnon d'Antoine de Saint-Exupéry et de Jean Mermoz, et il embarque à son bord le préfet Jean Chiappe, qui doit prendre ses fonctions de haut-commissaire au Levant. Bien qu'il y ait un affrontement aéronaval qui soit connu d'Air France au large de la Sicile, l'appareil va survoler la zone et il va se faire mitrailler par un avion. On entend à Bizerte un SOS, somme mitraillée, moteur en feu, SOS, et donc le gros Farman disparaît à tout jamais. On ne sait pas trop à l'époque s'il a été abattu par un avion italien ou britannique. Les archives semblent plutôt désigner un appareil italien dont on sait que l'un d'eux revendique un appareil de type inconnu qui pourrait correspondre au Farman. En fait, l'émotion est immense en France, car autant Chiappe que Guillaumet étaient des personnalités très connues. Le sinistre Pierre Laval s'emparasse même pas des conclusions de la commission d'enquête, qui ne se prononce pas d'ailleurs, mais lui il va livrer à l'opinion qu'un appareil anglais est le responsable du drame. Le surlendemain, 29 novembre 1940, à Bizerte, où on a bien capté le dernier SOS, la nouvelle se sait avant même d'avoir été diffusée dans la presse. Un avion anglais Bristol Blenheim, lors d'un vol de Malte vers Gibraltar, a la mauvaise idée de s'égarer en Tunisie, et il a la malchance de survoler à proximité du terrain de Bizerte Sidi Amen, où stationne le groupe de chasse de Sète. Un Dewatin décolle, piloté par le sous-lieutenant Georges Valentin,
et rattrape l'appareil britannique sur la côte nord-est à Ras El Khoran, à 14 km de Sidi Ahmed. Sans doute, l'esprit sans doute échauffé par les événements de l'avant-veille, eh bien, Valentin tire de toutes ses armes sur le bimoteur anglais qui explose en vol, tuant son pilote, alors que les deux mitrailleurs peuvent se parachuter, ils sont capturés. Ce sera la première victoire aérienne d'un Dewatin 520 contre un appareil britannique. Ce ne sera malheureusement pas la dernière, puisqu'à peine 6 mois plus tard, les Dewatin stationnés en Afrique du Nord vont partir au Levant pour une bataille rangée contre l'aviation britannique. Donc, au mois d'avril 1941, il faut savoir qu'arrive au pouvoir en Irak un Premier ministre qui s'appelle Rachid Ali al-Gilani, qui est un sympathisant de l'Allemagne nazie et qui entre en conflit armé avec les troupes britanniques locales qui sont présentes dans son pays au titre d'un protectorat. L'Allemagne va tenter de lui envoyer un soutien militaire qui prend la forme d'un contingent aérien, lequel, pour aller en Irak, doit transiter par les terrains français au Levant, c'est-à-dire, on dit le Levant, c'est la Syrie et le Liban. Donc Vichy, comme d'habitude, s'écrase devant l'Allemagne et permet le transfert des aviateurs allemands avec leurs appareils, ce qui ne plaît pas du tout au commandement local de la Royal Air Force, et qui, dès le 14 mai 1941, va lancer ses avions pour tenter de détruire au sol les appareils allemands qui transitent sur les aérodromes français. Et quelquefois, il y a un appareil français qui est à côté qui se prend des plombs, donc la tension monte. Et le 8 juin 1941, les Britanniques, aidés des Français libres du général de Gaulle, entreprennent carrément d'envahir tous les États du Levant, alors que les Allemands en sont partis suite à l'écrasement des forces de Rachid Ali en Irak. Le gouvernement de Vichy va envoyer alors en Syrie des renforts sous la forme de 2 groupes de chasse sur Dewatin 520, c'est-à-dire les 2 groupes qui sont stationnés dans la région d'Alger. C'est le groupe de chasse 3-6 qui va s'installer à Rayak, au Liban, le 7 juin 1941, et il va être suivi du groupe de chasse 2-3 qui s'installe à Homs, en Syrie, le 16 juin 1941. Ils se rendent en vol au Levant en faisant escale en Italie, à Brindisi, puis à Athènes et Rhodes, en Grèce occupée, et ont l'occasion d'y rencontrer physiquement leurs ennemis de la veille, des aviateurs italiens et allemands, lors de l'escale à Athènes notamment. Alors, petit détail que vous voyez là sur cette photo qui a été prise, photo en couleur, prise par un aviateur allemand sur le terrain de Rhodes. Les Dewatin 520 ont leur casserole d'hélice et leur queue qui sont peintes en jaune à la demande du Reichsmarschall Göring, qui a exigé, pour éviter toute confusion, que les avions français envoyés au Levant portent les marques de reconnaissance allemande de l'opération Marita qui a vu l'invasion de la Grèce 2 mois plus tôt. Alors, des combats ont lieu en Syrie et au Liban. Du point de vue militaire, les forces britanniques tentent de progresser d'abord le long de la côte du Liban, où elles sont en fait vite bloquées par les forces de Vichy dans le relief montagneux. Mais le 21 juin 1941, après la prise de Damas par les forces françaises libres, les troupes britanniques attaquent à travers le désert, par l'est, en venant d'Irak, et s'attaquent à l'oasis de Palmyre, qui est le verrou défensif stratégique. Les Dewatin sont alors à ce moment-là employés dans des attaques au sol contre les troupes britanniques, en soutien des troupes de la Légion étrangère qui vont défendre l'oasis jusqu'au bout, héroïquement, comme d'habitude pour des légionnaires, mais ils sont contraints de capituler le 3 juillet 1941. Une fois l'oasis pris, les troupes motorisées britanniques déferlent maintenant sur la région côtière à partir du désert, et Vichy sait que la partie est désormais perdue. Donc il y a un ultime renfort qui parvient le 5 juillet 1941 sous la forme de l'escadrille 1AC de l'aéronavale, c'est-à-dire la moitié de la flottille F1C, qui s'installe à Majdaloun au Liban et participe au dernier combat. Le régime de Vichy, ensuite, qui en a l'habitude, signe un armistice et qui met fin au combat le 12 juillet 1941 à 0h01. Tous les groupes de Dewatin 520 retournent à l'Algérie en suivant la route par laquelle ils sont venus. Durant la campagne, les Dewatin 520 ont constitué les 2 tiers des chasseurs disponibles pour l'aviation de Vichy, le reste étant composé des Morane 406 du groupe de chasse 1-7. Soit au total, il y a eu entre 35 et 50 Dewatin 520 et Morane 406 de disponibles, 35 et 50 chasseurs, selon les jours de la campagne qui en a duré à peu près 34. Ils se sont très bien comportés en combat contre les avions britanniques puisqu'ils ont revendiqué 30 victoires, même si dans les faits c'est 21 avions britanniques réellement détruits, pour la perte seulement de 11 des leurs descendus par les chasseurs britanniques, plus 5 autres par la DCA, occasionnant la perte de 8 pilotes tués et 2 capturés. Et une guerre, elle se gagne au sol. Et les responsables de l'armée de l'air montrent qu'ils n'ont surtout rien appris de la campagne de 1940, parce qu'ils n'effectuent aucune attaque au sol des terrains britanniques, ce que ces derniers, eux, ne se priveront pas de faire, détruisant encore 7 autres Dewatin au sol et en obligeant 5 autres
légèrement endommagés, à être abandonnés sur place suite au mouvement de retraite. Alors, dans les combats aériens, on note que les Dewatin ont fait face à 4 types de chasseurs différents. Il y a eu d'abord le Curtiss P-40, qui a été affronté lors de 3 combats. Ils ont descendu 2 Curtiss et en ont endommagé un autre contre une perte équivalente. C'est un match nul, donc, contre un appareil qui est pourtant plus performant que le Dewatin. Il y a eu aussi le Hurricane, principalement le Mark I, c'est-à-dire le principal appareil présent dans l'inventaire des forces britanniques. Ils vont le rencontrer à 11 reprises, il y aura donc 11 combats aériens, et ils vont en descendre, les Dewatin vont en descendre 6, plus 4 endommagés, contre 1 Dewatin descendu et 2 endommagés. Les combats montrent la supériorité évidente du Dewatin contre le Hurricane 1. Il y a eu aussi le Fairey Fulmar, c'est un avion de l'aéronaval, c'est un monoplan biplace, assez peu maniable. Il a été rencontré au large des côtes du Liban lors de 2 combats aériens qui ont vu la perte de 3 Fulmar plus 1 endommagé contre un seul Dewatin de descendu. Sans surprise, supériorité du Dewatin contre un appareil moins performant en vitesse et surtout en maniabilité. Et les Britanniques, faisant feu de tout bois, ont également utilisé des biplans Gloster Gladiator, rassemblés dans une unité de circonstance, le X-Flight, qui est composé de pilotes très expérimentés qu'on est allé retirer des écoles de pilotage où ils étaient moniteurs. Contre toute attente, les biplans qui datent des années 30, lors de 2 combats aériens, vont descendre pas moins de 4 Dewatin, dont celui de l'as Pierre Le Glouan lui-même, pour la perte de 2 des leurs et 1 endommagé. À chaque fois, en fait, les Dewatin ont eu la mauvaise idée d'engager un combat tournoyant contre ces petits biplans. Mal leur en a pris. Enfin, au total, tous causes confondues, sur les 71 Dewatin qui ont été envoyés en Syrie, 34 ont été perdus. J'ai dit qu'ils ont revendiqué 30 victoires. À l'examen des archives britanniques, ça représente 21 avions ennemis détruits et 3 endommagés. 2 pilotes se sont distingués dans la campagne de Syrie. Le sous-lieutenant Pierre Le Glouan, qui a remporté 7 victoires, auxquelles il faut ajouter les 11 victoires qu'il a remportées en 1940, dont 7 sur Dewatin 520, qu'il a remporté en 39-40. Donc, il a un total de 14 victoires remportées sur Dewatin 520 et il est le meilleur pilote de Dewatin 520 de la Seconde Guerre mondiale. Je vous invite à vous rapporter à la vidéo que j'ai faite sur Pierre Le Glouan. Il y a eu un autre pilote du groupe de chasse 3-6, le capitaine Léon Richard, qui lui a remporté 6 victoires en Syrie. Alors, au retour de la campagne de Syrie, eh bien, les pilotes français voient l'application d'une mesure que beaucoup vont juger vexatoire et qui même a d'ailleurs, cette mesure a été promulguée pendant la campagne de Syrie. C'est l'instruction numéro 418C DAT qui ordonne la peinture de bandes jaunes et rouges sur les capots moteurs et la queue de tous les appareils de l'armée d'armistice. Elle est partiellement appliquée sur certains appareils présents en Syrie et pendant la campagne, mais elle va être appliquée sur tous les appareils présents en Afrique du Nord, comme dans la zone sud de la France métropolitaine. Alors pour beaucoup de pilotes, ces marquages, c'est la tenue de bagnard ou la livrée d'esclaves qu'on impose sur leurs appareils. Ouais, mais il reste que pour Vichy, la peinture, c'est loin d'être le premier souci, parce que la disponibilité en appareil, elle est problématique, dont celle des Dewatin 520. Sur les 176 appareils qui étaient présents en Afrique du Nord, après l'armistice, avec toutes les pertes en Syrie, il doit en rester au maximum 140, compte tenu des quelques appareils réformés ou perdus par usure. C'est à peine suffisant pour mettre en ligne 5 groupes de chasse à 26 appareils avec le petit parc de réserve qui va avec. Donc, et en plus, nombre d'appareils ont été livrés et ont combattu pendant la campagne de 1940, voire même en Syrie, et conséquent très fatigués. Donc, Vichy commence par négocier avec les Allemands de prélever sur les stocks de Dewatin qui sont restés en zone sud. Les Allemands consentent un transfert de 40 appareils, c'est le strict minimum pour combler les pertes de Syrie. Mais surtout, le général Bergeret va négocier avec les autorités allemandes la reprise de la production aéronautique et il va le faire dès la fin de l'année 1940. Les Allemands font traîner les choses et les négociations vont finir par aboutir après la campagne de Syrie où Vichy leur a donné des gages en combattant avec férocité l'Angleterre. Un accord est finalement signé le 28 juillet 1941 qui organise une collaboration industrielle d'État. En 2 ans, l'industrie aéronautique française est autorisée à produire 3375 appareils, dont 2275 devront revenir à l'Allemagne et 1100 pourront être produits pour le compte de l'armée de l'air d'armistice, dont 550 Dewatin 520 qu'il est prévu de faire l'avion de chasse standard de l'armée de l'air. Donc les chaînes des usines de Toulouse qui ont été fermées après l'armistice se remettent à tourner
au mois d'août 1941. La SNKM, elle a officiellement disparu. Elle a été absorbée par la SNKSE, Société nationale de construction aéronautique du Sud-Est, qui comprend également des usines de la région marseillaise. Et comme signalé, Émile de Watine en a été viré, il n'a plus aucune responsabilité. Mais si les Allemands autorisent la reprise de la production, ils interdisent en revanche toute modification et imposent de reprendre sur les chaînes l'appareil qui est strictement celui qui était produit en juin 1940. Alors que forcément, la technologie évolue. Alors, toutefois, le bureau d'études de la CNKSE va plancher clandestinement sur une version améliorée pour travailler sur la finesse de l'appareil et adopter des modifications qui seront difficiles à déceler, et tout ça pour gagner quelques kilomètres/heure de vitesse. Donc il y aura un appareil, le numéro de série 465, va être le prototype de ce de Watine 520 amélioré. Il va sortir d'usine dès juillet 41 et il va effectuer des essais et recevoir d'autres modifications durant l'année 42, dont un nouveau train d'atterrissage pour finalement atteindre la vitesse de 568 km/h à 7000 mètres lors d'un vol d'essai qui a eu lieu le 30 juillet 1942. Et malheureusement, il n'a connu aucune production de série et il resta discrètement stocké jusqu'à l'occupation. Le bureau d'études va également plancher, et tout à fait clandestinement, sur une version dérivée de Watine 540T qui va devenir le de Watine 520T. Il est inspiré du de Watine 551 et lui est conçu pour recevoir le moteur Hispano 12Z de 1225 chevaux dans un fuselage plus pointu. Il était calculé comme pouvant atteindre la vitesse de 673 km/h, mais son développement a été abandonné durant l'année 42 sans jamais avoir quitté la planche à dessin. En revanche, il y a un autre projet développé parallèlement, le de Watine 520Z, qui va être étudié toujours avec le même moteur Hispano 12Z de 1225 chevaux, mais en conservant, lui, un maximum de pièces du fuselage de la voilure avec le de Watine 520 de série. Il était prévu qu'il vole à 650 km/h et Vichy sollicita auprès des Allemands sa mise en production. Ceux-ci donnèrent leur accord à la production du prototype puis autorisèrent une série de 105 exemplaires. Le prototype ne fut achevé qu'après l'invasion de la zone sud en février 1943, mais fut oublié et stocké jusqu'à la libération. Au total, la production entreprise par Vichy, sous Vichy jusqu'à l'invasion de la zone sud va totaliser 349 exemplaires, dont 330 ont été effectivement réceptionnés par l'armée de l'air. C'est un rythme très lent, à peu près 23-24 avions par mois, d'août 41 à novembre 42, alors qu'il faut se rappeler qu'en juin 1940, on en sortait 200 par mois. Ils permirent le rééquipement de 3 groupes de l'armée de l'air d'armistice stationnés en zone sud, qui étaient jusque-là dotés de bloc 152. Il y avait le groupe de chasse 2-1 à Lyon, le groupe de chasse 1-1 à Lyon, le groupe de chasse 2-1 au Luc, en Provence, et le groupe de chasse 3-9. Ils permirent aussi la résurrection de 2 groupes, le groupe de chasse 2-6, recréé et envoyé au Sénégal au mois de février 1942, et le groupe de chasse 1-2, qui est destiné à l'Afrique du Nord, mais que diverses tergiversations retiennent en métropole jusqu'au mois de novembre 1942. Alors, au retour de Syrie, de la fin du mois de juillet 1941 jusqu'au début du mois de novembre 1942, l'aviation d'armistice reste l'arme au pied à garder les côtes d'Afrique du Nord, de la zone sud et celle de la zone sud de la métropole. Il y a encore quelques incidents le long des côtes du Maghreb avec des appareils britanniques qui relient Gibraltar à Malte ou inversement. Le 13 août 1941, le sous-lieutenant Dissart du groupe de chasse 2-7 abat un bimoteur Martin Maryland au large de Bizerte. Puis, le 18 mai 1942, il y a 2 pilotes du groupe de chasse 2-3 qui tirent un hydravion Catalina au large d'Oran et le forcent à mérir. Parmi les pilotes victorieux, il y a le jeune sergent-chef Jacques André qui remporte sa première victoire et qui en ajoutera 15 autres au sein du régiment de chasse Normandie-Niemen, devenant un des 4 pilotes français à recevoir l'étoile du héros de l'Union soviétique, la plus haute décoration. Donc, après avoir forcé à mérir cet hydravion, un autre pilote français reste à tourner autour, dans l'attente qu'un navire français le prenne en remorque. Et c'est là qu'il est surpris par des ferrets fulmars britanniques qui le descendent. Mais il y a une autre patrouille de 3 de Watine qui arrive sur les lieux et qui ne trouve plus rien, mais qui va trouver un autre fulmar, peut-être le même, et qui va le descendre. Le chef de la patrouille française était le capitaine Léon Richard, qui remporte là sa 7e victoire aux dépens d'un appareil britannique, s'additionnant aux 6 qu'il avait remporté en Syrie. Donc le 8 novembre 1942 voit le dernier baroud des de Watine de l'aviation d'armistice. C'est l'opération Torche, où les troupes anglo-américaines débarquent en Afrique du Nord dans 3 secteurs de débarquement,
appuyés à chaque endroit par une forte flotte aéronavale américano-britannique. Vous voyez sur la carte, le premier secteur est celui de la région d'Alger, là où stationnent les groupes de chasse 2, 3 et 3-6, avec leurs pilotes très expérimentés, au premier rang desquels se trouve le célèbre Pierre Le Glohan, alors titulaire de 18 victoires. Le débarquement dans ce secteur va se dérouler avec le minimum de violence, puisque des résistants nord-africains sont parvenus à neutraliser les défenses de l'armée de l'air d'armistice suffisamment longtemps pour que les troupes américaines puissent débarquer, en capturant notamment le général Juin et l'amiral Darlan. L'aérodrome d'Alger-Maison-Blanche, où d'ailleurs une forte brume a rendu très difficile les vols, est alors capturé par les chars américains sans un coup de feu. Et les pilotes français, quand ils arrivent sur le terrain, sont devant le fait accompli. À Oran, ensuite, c'est-à-dire à l'ouest d'Alger, vers la frontière marocaine, les choses vont se passer très mal et les résistants locaux vont échouer à neutraliser les défenses de Vichy, qui du coup ne sont pas surprises et accueillent les troupes américaines à coups de canon. Donc on a une bataille rangée qui éclate et l'aviation d'armistice locale, qui est composée du groupe de chasse 1-3 sur le terrain d'Oran-la-Seignat, ils vont décoller à l'aube pour combattre les appareils de l'aéronavale britannique et qui couvrent l'opération. Il y a un groupe de Dewatin 520 qui, à l'aube, reste à orbiter autour de son terrain pour une couverture a priori. Et ils aperçoivent une formation britannique qui vient les attaquer, composée de 8 ferrés Albacore biplans, escortés de Hurricane et qui viennent donc bombarder Oran-la-Seignat. Les Dewatin alors plongent sur les Albacore et en massacrent 6 qui vont effectivement aller au tapis, 3 pouvant faire un atterrissage d'urgence et un de plus va être descendu par la DCA. Un combat s'engage alors avec les 6 Hurricanes, c'est-à-dire Hurricane navalisés d'escorte. L'un va être descendu au prix de 3 Dewatin perdus et un pilote tué. Dans la journée, 2 Seafire, c'est-à-dire des Spitfire navalisés, vont être abattus par des Dewatin autour du terrain de la Seignat. Puis en milieu d'après-midi, les pilotes français vont recevoir l'ordre d'aller mitrailler le terrain de Tafaraoui, un peu plus au sud d'Oran, qui a été investi par les troupes américaines, et où on sait que des Spitfire américains ont commencé à se poser et à faire les pleins. Donc c'est un ordre véritablement stupide que les pilotes sont forcés d'appliquer. Comme le témoigne l'un d'eux, vous ne pouvez pas contester un ordre en temps de guerre, sinon c'est le peloton d'exécution tout de suite. Donc le commandant Engler, le chef du groupe de chasse de Troyes, va partir le premier à la tête de ses hommes et va exécuter cet ordre stupide qui ressemble plus en fait à une charge pour l'honneur. Ils vont découvrir effectivement des Spitfire en train de se poser, alors que d'autres restent à patrouiller autour du terrain. Le commandant Engler et 2 de ses équipiers, eux, vont partir attaquer les appareils de couverture, tandis que 6 autres Dewatin vont plonger, mitrailler ceux qui se posent. Le lieutenant Pissot, notamment, en détruit un qui se posait volet-sortie, tuant son pilote, le lieutenant Joe Bird, du 309e Fighter Squadron, qui était venu des États-Unis pour libérer l'Europe et qui a été abattu par un appareil français. Engler va s'attaquer aux Spitfire 5, qui patrouillent autour, en patrouille haute, et qui, eux, sont bien plus performants que les Dewatin. Il est abattu et tué avec ses 2 équipiers, dont seul l'un d'eux parvient à sauter en parachute. Pendant ce temps, après leur passe de mitraillage, les 6 Dewatin s'échappent et ils rentrent à Oran-la-Seignat, c'est à une dizaine de kilomètres, en route vont abattre 3 C-47, c'est la version militaire du bimoteur DC-3, qui transportent des parachutistes américains et vont en mitrailler plusieurs autres qui sont posés sur le lit desséché de la Sebka, c'est un lac salé qui est au sud d'Oran, un épisode très peu glorieux. Au bout de cette journée de combat, le groupe de chasse 1-3 aura revendiqué 17 avions américains au prix de 14 de ces Dewatin descendus ou détruits au sol et de 3 pilotes tués. Donc ceux qui restent du groupe, dès le lendemain, évacuent la région pour aller se réfugier au Maroc, à Fès. Il va y retrouver les survivants de l'aviation du Maroc. Parce que le 3e point de débarquement, c'est le Maroc, justement. Et là, il va y avoir de très violents combats contre les troupes américaines. 3 groupes de chasse y sont présents. 2 de l'armée de l'air sur Curtiss H-75. L'un d'eux, d'ailleurs, est en cours de transformation sur Dewatin. Mais ceux-ci ne sont pas encore opérationnels. Et surtout, il y a la flottille 1F de l'aéronavale qui est stationnée à Port-Lyautey, aujourd'hui Kénitra, au nord de Rabat. Ce sont justement 2 Dewatin de cette flottille qui, au retour d'une mission de routine au-dessus de l'océan, découvrent la flotte américaine à 6h35 du matin. L'alerte est donnée. Les Dewatin décollent et, pour mitrailler des navires et les plages du débarquement. Puis à 8h50, alors que 9 Dewatin s'apprêtent à décoller
du terrain de Port-Lyautey pour escorter 3 bombardiers Martin 167F de l'aéronaval qu'on vient de charger de bombes. Eh bien, c'est à ce moment-là que des F-4F Wildcat de l'US Navy font leur éruption sur la base et mitraillent tout ce qu'ils y trouvent, à commencer par les 3 bombardiers qui explosent, mais aussi 3 de Wattin 520 qui finissent en flammes. Un nouveau raid a lieu à 10h45 par les Wildcat qui incendient cette fois-ci 7 de Wattin 520 en train de faire les pleins. Alors, vous le voyez là sur les photos, des explosions partout, des scènes d'une grande violence. À la fin de la journée, la flottille 1F, elle a perdu 18 de ses 27 de Wattin 520 et doit se replier à l'intérieur du Maroc, à Meknès. Elle a perdu dans la journée son commandant, le lieutenant de vaisseau Folio, qui a disparu en allant mitrailler des navires américains. Mais cependant, ces pilotes, entre 2 attaques de leur terrain, sont parvenus à descendre 2 Wildcats. Selon le témoignage de l'un d'eux, le second maître Raymond Bédard, eh bien, il dit que le De Wattin 520 était un avion robuste et sûr, mais aussi bien armé. J'avais une confiance entière dans cet avion. Bien sûr, le Wildcat était plus manœuvrant, parce que moins rapide et ayant davantage de surface portante, il suffisait cependant de ne pas se laisser prendre à sa manœuvre. Donc très peu de combats ont lieu le lendemain 9 novembre, faute en fait de Wattin en état de voler au Maroc. Et le 10 novembre, les combats cessent. Darlan, qui était prisonnier des Alliés, a négocié avec eux d'appeler à un cessez-le-feu en se faisant adouber par eux au commissaire de l'Afrique du Nord française, qu'il prétend gouverner désormais au nom du maréchal Pétain empêché. Donc toute l'armée d'Afrique, y compris les aviateurs, reprend la lutte contre l'Axe, aux côtés des Alliés, sur lesquels ils viennent de tirer 2 jours plus tôt. 5 pilotes de Wattin ont payé de leur vie l'inconséquence des généraux vichistes, tout comme une poignée de pilotes alliés dont le sacrifice aurait été bien plus utile contre l'Axe. À ce moment-là, Vichy cesse d'exister en tant qu'État réellement indépendant, car suite à l'opération Torche, les Allemands envahissent la zone non occupée. Et en envahissant la zone sud, ils vont capturer 246 de Wattin 520 qui y sont stockés, et ils vont même en trouver 169 en cours de construction dans l'usine de Toulouse, qui sont achevés au moins à 85%. Donc ils vont en ordonner la poursuite de la production, et ce, dès le mois de janvier 1943. L'usine toulousaine, jusqu'à la Libération, va effectivement en produire 130, et va en reconditionner 48 autres, dont une partie en fait ne seront même pas livrées, ils vont finir aplatis par les bombes de l'aviation des Alliés avant d'avoir été livrés. Comme l'usine de la SNKZ de Toulouse reçoit aussi des ordres de production d'autres appareils allemands, des appareils ou même des sous-ensembles de ces appareils, les Allemands vont transférer une partie de la production du De Wattin 520 à l'usine de Tarbes, qui avait été précisément prévue pour ce rôle en 1940. Mais elle n'en produira que 9 jusqu'avant la Libération, qui seront livrés à la Bulgarie. Donc plus généralement, avec 187 appareils produits ou reconditionnés en 18 mois, de février 1943 à juillet 1944, on constate que la production a été d'une extrême lenteur. Et j'ai personnellement rencontré en 2003 un ancien ouvrier de la SNKZ qui s'appelait M. Louis Groc, qui est décédé en 2008, et qui m'a raconté qu'il sabotait la production comme il pouvait. Le carrossier produisait des pièces fragiles en jouant autant qu'il pouvait sur les côtes de tolérance. Lui-même, qui était un très jeune ouvrier de 15 ans en 1943, il se souvient qu'il courait aussi vite qu'il pouvait, loin des bâtiments, dès que sonnait une alerte à un bombardement. Et il revenait à la chaîne de montage qu'en marchant évidemment le plus lentement possible. Lui, le petit jeune, il était aussi chargé de nettoyer les avions après les bombardements qui avaient soulevé de la poussière, et en profitait pour donner des coups de pied dans les tableaux de bord quand il le pouvait. Bon, toutefois, les actions les plus efficaces de la résistance, c'était des opérations de sabotage contre les machines-outils pour créer des goulots d'étranglement, empêchant par exemple de livrer les moteurs qui commandaient le pas variable de l'hélice. Alors, les appareils produits ou reconditionnés pour la Luftwaffe ont été peints avec des couleurs allemandes, selon le format de camouflage de la Luftwaffe, c'est-à-dire il y a 2 teintes en surface, puis un mouchetage sur les flancs, comme vous pouvez le voir ici. Ils ne furent utilisés par les Allemands que pour l'entraînement de leurs jeunes pilotes et vont être versés à 4 escadres d'entraînement, toutes présentes en France, la JG 101 de Pau, la 103 à Châteauroux, la 105 à Villacloublay, et la 107 à Nancy, plus une escadrille de remise à niveau des instructeurs qui était située en Belgique. Les accidents y furent très nombreux. 80 appareils ont été détruits ou endommagés accidentellement de la part de ces jeunes pilotes qui étaient à peine formés sur avion Arado 95B d'entraînement, avion d'entraînement primaire. Bon, d'une part, déjà, la manette des gaz fonctionnait en sens inverse des avions de la Luftwaffe, et d'autre part, je vous rappelle la propension à partir en décrochage du De Wattin 520
aux basses vitesses en cas de perte de vitesse, évidemment. Alors, le 11 novembre 1942, quand la zone sud est envahie, l'Allemagne est au premier rang, mais il y a aussi en second l'Italie fasciste, qui participe à l'invasion de la zone sud. Et après accord avec l'Allemagne, l'Italie va bénéficier d'une zone d'occupation qui va de la frontière italienne jusqu'au Rhône, moins le département des Bouches-du-Rhône, avec les villes de Marseille et d'Aix, ainsi que le port de Toulon, qui eux sont tenus par les Allemands. Dans cette zone d'occupation se trouvent plusieurs aérodromes de l'ex-armée de l'air avec leurs appareils, que les Italiens capturent. Donc, ils vont participer au partage du butin avec l'Allemagne et vont mettre la main sur 604 appareils de l'armée de l'air, des appareils disparates, et certains sont envoyés immédiatement en Italie. Parmi ces appareils, il y a des Dewatin 520, dont leurs troupes vont capturer 36 exemplaires du groupe de chasse 2-1, qui est stationné sur le terrain d'Istres, et ils en trouvent d'autres sur d'autres dépôts. Dewatin 520 les intéresse au plus haut point. Pourquoi? Parce que s'il est périmé fin 42 pour le combat aérien face à des chasseurs comme le Spitfire 5 et les P-47 américains, il garde quand même une certaine valeur de combat pour l'attaque des bombardiers grâce à son canon de 20 mm, dont la plupart des avions de chasse italiens sont à ce moment dépourvus. Et ce, au moment où la péninsule italienne est la cible des attaques des bombardiers américains de la 12e Air Force qui est basée en Afrique du Nord. Donc les Italiens vont convoyer 35 des 36 Dewatin 520 qui sont saisis dans leur zone d'occupation en Italie. Puis avec l'accord des Allemands, ils vont s'en faire livrer 30 autres directement sortis des chaînes de montage de Toulouse. Et ils vont entamer des négociations pour en échanger 30 autres plus tard lors d'un troc avec les Allemands à qui ils livrent des Léo 45 qu'ils ont capturés contre des Dewatin 520. Alors on ne sait pas exactement à quel point a abouti la négociation. Théoriquement, ça fait 95 appareils, mais les chiffres annoncés par les historiens italiens aussi entre 72 et 51 appareils qui ont été livrés à la Regia Aeronautica. Alors, ces Dewatin 520 sont convoyés en Italie avec leur marque française hâtivement effacée, puis ils sont dirigés sur la Squadra Riparazione Aeromobile d'Albenga, sur la côte Ligure, pour y être révisés. Certains, ils sont entièrement repeints au camouflage italien de l'époque, du verde mimetico, mais la majorité sont envoyés dans les unités avec leur camouflage français, repeint de gris sur le capot et la queue, pour effacer les bandes rouges et jaunes des marquages d'armistice. Certains même portent le camouflage allemand qui est appliqué à la SNKZ avec des fuselages mouchetés. Ce sont les appareils qui sont sortis des chaînes de montage directement. Donc ces Dewatin italiens vont être répartis entre 10 groupes de chasse, des grupos, dont ils ne constituent qu'une dotation accessoire, en complément d'autres appareils italiens qui sont toujours majoritaires. Il y a un maximum de 13 Dewatin par groupe, alors que la dotation théorique est de 36 avions pour un groupe à 3 escadrilles de 12 avions. La livraison de ces Dewatin va s'échelonner de février à septembre 1943. Vous en avez l'emplacement des groupes sur cette carte. Si la plupart sont en Italie du Nord, eh bien, ils vont rencontrer que peu l'ennemi. Mais il y a 2 groupes, en revanche, qui sont situés au sud de la péninsule et qui vont bien se battre sur leur Dewatin en tentant de contrer les bombardiers américains B-24, basés en Afrique du Nord et qui bombardent maintenant l'Italie. On a d'abord le 22e Gruppo, qui est basé à Naples, dont les Dewatin, qui sont utilisés de février à août 1943, ont équipé une de ces escadrilles, la 359e Squadriglia, et ont été disponibles au maximum à une dizaine d'exemplaires. Le 1er mars 1943, un as de l'aviation italienne, le Maggiore Vittorio Minguzzi, qui a 13 victoires sur son carnet de vol et 5 selon les historiens italiens, pilote un Dewatin au combat et va tirer un B-24 au-dessus de l'île de Capri en lui déchargeant les 10 obus de 20 mm qui sont présents dans son chargeur. Le bombardier va lui être compté comme probable, puis plus tard lui être confirmé comme détruit. Toute la question est de savoir s'il l'a bien été détruit, parce que sur les 22 chasseurs italiens du 22e Gruppo qui ont décollé, c'est-à-dire il y avait 11 Maki 202, 10 Maki 200 et un seul Dewatin, il y a 3 victoires au total qui ont été revendiquées et même confirmées, alors qu'un seul B-24, ayant participé au raid, est perdu selon les archives américaines. Bon. Le reste des combats est à l'avenant. Les Dewatin attaquent des bombardiers, mais en étant en minorité dans l'effectif. Et on a un état justement des effectifs qui montre qu'au mois de juin 1943, le groupe comporte 42 appareils, dont 9 Dewatin 520, soit 20% à peu près. Et ces Dewatin vont participer à 4 victoires collectives, en plus de celles du Major Minguzzi. L'autre groupe qui utilise les Dewatin en combat, c'est le 161e Gruppo, qui est basé à Reggio de Calabre et qui est doté de 4 escadrilles, soit théoriquement 48 appareils en dotation théorique. Il utilise ces Dewatin de mars à juillet 1943 au sein de ses 164e et 371e Squadrigliers
pour un maximum de 13 en dotation, c'est-à-dire 25% de l'effectif. Ces 2 Watines vont participer à 16 victoires aériennes collectives. Mais l'unité va être pratiquement anéantie par les incessants bombardements au sol et des mitraillages de ces terrains par l'aviation alliée, préalablement à l'invasion de la Sicile le 10 juillet 1943. Ce qui fait que ce gruppo doit être replié le 22 juillet vers l'Italie du Nord, alors qu'il n'a presque plus d'avions, et en tout cas, il n'a plus aucun de Watine 520. Donc les autres groupies, eux, n'ont pas utilisé de manière notable leur de Watine 520 au combat. Quand l'Italie rejoint les Alliés, après l'armistice qui est annoncé le 8 septembre 1943, il ne reste que 16 de Watine en ligne dans toute l'aviation italienne. Quelques-uns vont être capturés à Metato par les Allemands qui envahissent le nord du pays, et il est probable que les ultimes de Watine 520 italiens, réduits à une toute petite poignée, aient terminé leur carrière comme avions d'instruction dans une école d'aviation de la République italienne de Mussolini, de la République sociale italienne de Mussolini, sans qu'on ait en fait la moindre photo pour confirmer cet état de fait. Il y a un autre satellite de l'Axe qui a utilisé les 2 Watines, c'est la Bulgarie. C'est un petit pays d'Europe de l'Est et qui s'est efforcé de rester neutre autant que possible durant la Seconde Guerre mondiale. Après d'intenses pressions diplomatiques de l'Allemagne, qui stationne des troupes en Roumanie, la Bulgarie adhère le 1er mars 1941 au pacte tripartite de l'Axe, Allemagne, Italie, Japon, et va autoriser les troupes allemandes à transiter sur son territoire pour l'attaque contre la Yougoslavie un mois plus tard, refusant toutefois d'y participer. La Bulgarie refuse aussi de participer à l'attaque allemande contre la Russie en juin 1941, mais en tant que membre du pacte tripartite, elle se retrouve virtuellement en guerre contre les États-Unis après l'attaque japonaise contre Pearl Harbor et leur déclare la guerre, ainsi qu'à l'Angleterre. Et elle le fait donc le 13 décembre 1941, sans que ça débouche dans l'immédiat sur des opérations militaires. Mais les États-Unis vont se réveiller et leurs diplomates déclarent la guerre à la Bulgarie le 18 juillet 1942. Quand ils organisent au mois d'août 1943 plusieurs raids de bombardement sur les champs pétrolifères roumains, c'est l'opération Tidal Wave, leurs bombardiers B-24 vont survoler la Bulgarie et vont pas hésiter au passage à pilonner les aérodromes bulgares, détruisant quelques 80 avions de la toute petite force aérienne bulgare, qui n'a en fait que 23 Messerschmitt 109 G2 comme appareils modernes qui sont capables d'affronter l'aviation ennemie, qui ont été évidemment donnés par l'Allemagne quelques mois plus tôt. Le reste de son aviation est composé d'antiques chasseurs biplans Avia 543 tchèques ou des PZL-24 ex-polonais à aile haute. Alors, le royaume bulgare avait bien conscience de sa vulnérabilité aux attaques aériennes et il avait cherché, dès le début de l'année 1943, à renforcer son armée de l'air en entamant des pourparlers avec l'Allemagne, dont les usines étaient fort occupées à fournir la Luftwaffe. Les Allemands vont consentir à livrer des appareils qui sont pour eux de seconde main, des Te-Watine 520 capturés ou reconditionnés, produits par la SNKZ. Donc il y aura 96 exemplaires qui vont être livrés à la Bulgarie par la voie des airs entre le mois d'août et le mois de septembre 1943. Pour la moitié d'entre eux, en fait, ils ont été convoyés par des pilotes français d'une unité étrange, l'escadrille Hansa. C'est une unité qui comportait des pilotes collaborateurs et dont l'histoire vous est racontée dans le Fanat de l'aviation des mois d'avril et mai 2024. L'US Air Force va ensuite attaquer délibérément la Bulgarie dans le but de lui arracher un armistice et de la détourner de l'Allemagne. Dans 10 raids de bombardement, les bombardiers du Air Force sont à ce moment basés à Foggia, en Italie du Sud, et le 14 novembre 1943, le premier raid a lieu et fait de très gros dégâts. Face à eux, il y a 3 groupes de chasse bulgares qui sont en mesure de s'opposer. Le groupe de chasse 1-6 qui est composé d'antiques biplans Avia B543, le 3-6 qui a une vingtaine de Messerschmitt 109G et le 2-6 qui est basé à Karlovo au centre de la Bulgarie qui a une cinquantaine de De-Watine 520. Ces D520 quand ils décollent doivent faire face à des raids qui totalisent jusqu'à 450 B-24 et B-17 de bombardement et jusqu'à 150 chasseurs d'escorte au début des P-38 puis après, même carrément, des P-51, qui sont très nettement supérieurs en performance. C'est une force aérienne colossale. Donc les De-Watine 520 bulgares, ils vont tenter de faire ce qu'ils peuvent, en fonçant dans les formations ennemies pour les disloquer, puis ensuite, ils s'attaquent aux traînards, aux isolés. Le groupe de chasse 1-6 va échanger ses biplans contre des De-Watine 520 vers le mois de mars 1944, alors que le 2-6, lui, va se convertir sur Messerschmitt 109G et va laisser ses appareils à un nouveau groupe, le groupe de chasse 4-6. Jusqu'au 26 août 1944, date du 10e et dernier raid américain, les De-Watine 520 bulgares auront revendiqué 12 victoires aériennes, 6 bombardiers B-17,
2 bombardiers B-24 et 4 chasseurs P-38. Il reste alors 62 de Watine dans l'inventaire, dont à peine 15 en état de vol. 7 de Watine ont été descendus en combat par les pilotes ou les mitrailleurs américains, 3 pilotes bulgares tués et 5 autres tués par accident. Le 9 septembre 1944, la Bulgarie, avec l'armée rouge à ses portes, change de camp et rejoint celle-ci dans sa lutte contre l'Axe. Les 2 Watine 520 restants, qui vont recevoir de nouvelles cocardes, vont réaliser alors des missions d'attaque au sol contre les troupes allemandes en fuite. La conclusion que tout le monde se pose, c'est qu'après avoir combattu de l'automne 1940 jusqu'au printemps 1944, disons l'été 1944, dans les forces aériennes satellites de l'Axe, la question est de savoir si notre élégant petit chasseur n'a finalement pas plus servi l'effort de guerre de l'Axe que celui des Alliés. Eh bien, faisons les comptes. Dans l'aviation de Vichy, les 2 Watine ont revendiqué 53 victoires aériennes, 30 en Syrie, 4 lors d'incidents le long des côtes d'Afrique du Nord et 19 lors de l'opération Torche. À l'examen des archives alliées, américaines et britanniques, ça fait que 43 avions réellement détruits et 4 endommagés. En Italie, l'évaluation des victoires est très compliquée parce que d'une part, elle ne fait pas l'objet d'un contrôle rigoureux des autorités et d'autre part, il est très difficile de comptabiliser quoi que ce soit dans un combat où un groupe d'une douzaine de chasseurs italiens, dont 2 ou 3 de Watine, tirent comme ils peuvent sur un box d'une 60aine de bombardiers B-24 hérissés de mitrailleuses et dont, après plusieurs passes, 1 ou 2 finissent par tomber. Donc, ce sont des victoires par essence collective. Donc s'il y a 5 victoires qui ont été revendiquées comme sûres par le 2e Gruppo qui est à Naples et 16 par le 161e Gruppo à Reggio di Calabre, en supposant que 25% des revendications italiennes correspondent à une victoire réelle, et c'est très bien payé, et que les 2 Watine 520 sont responsables de 20% d'entre elles, ça fait statistiquement un seul bombardier B-24 tout au plus. Le même principe s'applique pour l'aviation bulgare, mais on retiendra une victoire réelle pour 2 revendications. Ces 2 Watine étaient en plus les seuls à combattre pour les victoires qu'ils revendiquaient, soit pour 12 victoires revendiquées par l'aviation bulgare, disons que ça fait 6 réelles. Total, 43 victoires pour Vichy, 1 pour l'Italie, 6 pour les Bulgares. Ça fait 50 avions alliés détruits et 4 endommagés, sachant qu'en 1940, il y a eu au moins 55,9 avions allemands qui ont été prouvés détruits par le 2 Watine et 27 autres endommagés. La morale est sauve. Incidemment, rappelons aussi que le 2 Watine 520 était vicieux aux manœuvres, au décollage et à l'atterrissage, et qu'il n'était pas à mettre entre toutes les mains, certainement pas à des mains de débutants hâtivement formés. C'est pourtant ce qu'ont fait les Allemands, qui ont perdu 36 pilotes à leur commande. Le 2 Watine 520 a tué peut-être plus de pilotes allemands qui étaient à ses commandes que qui étaient face à eux. Enfin, notre élégant petit chasseur a bien servi de manière plus importante l'effort de guerre des Alliés, d'autant plus qu'il va d'ailleurs continuer à le faire en Afrique du Nord en 1943, ainsi qu'à la Libération, d'une manière plus discrète mais bien réelle, ce que nous verrons dans une dernière vidéo. Je conclurai celle-ci par, comme d'habitude, vous livrer une petite bibliographie. Le meilleur ouvrage que vous pourrez trouver sur l'aviation de Vichy a été écrit par le grand maître Christian-Jacques Ehrengardt, en compagnie de son ami M. Christopher Shore, un livre qui est sorti dans les années 80, qui s'appelle tout simplement « L'aviation de Vichy au combat ». Il est en 2 tomes et il vous racontera en détail tous les combats qui ont eu lieu et donc en Afrique du Nord et en Syrie. C'est un tome qui est dédié, et tous les endroits où les bandes rouges et jaunes ont survolé le ciel. Et enfin, il y a une bande dessinée absolument remarquable qui a traité des combats et de l'état d'esprit des pilotes français qui ont combattu dans l'aviation de Vichy. La bande dessinée a été écrite par messieurs Pinard et Dauger et est intitulée « Ciel de guerre ». C'est une bande dessinée en 4 tomes, parue aux éditions Cockpit. Vous pouvez la trouver assez facilement. Le tome 3 traite de la guerre en Syrie, s'intitule d'ailleurs « Alerte en Syrie ». Et le tome 4, l'opération Torche, que voici.